Bien, c'est le docteur Étienne Lekos-Bobé, professeur à l'université Lomo University of Research. Je suis actuellement enseignant à l'université de Brazzaville et celui de Kinshasa. Je suis l'un des coordinateurs des activités pharmaceutiques des deux pays, RD Congo. Je peux ajouter, puisque nous sommes dans le domaine des médicaments, il faut rappeler que je suis un ancien directeur des pharmacies des laboratoires du Congo. Donc c'est à ce titre que j'apprends cette interview. Ok. Professeur Lekos-Bobé, bonjour une fois de plus. Bonjour. Les spécialistes en pharmacie que vous êtes disent que les médicaments de la rue tuent. Alors, pouvez-vous nous donner les raisons de cette expression des pharmaciens que les médicaments de la rue tuent? Votre question est tellement intéressante que parfois c'est un piège. La pharmacie, c'est un métier de spécialiste, comme vous l'avez dit. Ce sont des hommes et des femmes qui ont été formés dans le domaine des sciences pharmaceutiques. À ce titre, il existe dans les domaines de la législation ce que l'on appelle le monopole pharmaceutique. Le monopole pharmaceutique signifie tout simplement que depuis la production des médicaments jusqu'à sa délivrance, il n'y a que les pharmaciens qui sont responsables de ces actes. Voilà pourquoi ces médicaments qui sont des produits de commerce, mais non traditionnels, ce sont des produits scientifiques, sont délivrés par des scientifiques formés qui sont les pharmaciens. Voilà pourquoi, lorsque des personnes qui ne sont pas expertes, c'est-à-dire les vendeurs de la rue, s'adonnent à cette tâche, ils font l'exercice illégal de la pharmacie, quelle que soit la qualité des médicaments qu'ils ont. Parfois, il peut y avoir des médicaments qui semblent être de bonne qualité, mais c'est vendu par des personnes qui disent ça devient des faux médicaments. Voilà pour dire en d'entrée de jeu pourquoi les faux médicaments, c'est-à-dire tout ce que vous voyez dans les rues, toutes les rues africaines d'ailleurs, c'est pas seulement à Brazzaville, à Kinshasa, à Bamako, au Sénégal, au Gabon, il y a les pharmacies de faux médicaments. D'ailleurs, l'ancien président Bongo avait eu une expression qui nous a beaucoup fait rire, mais qui est intéressante. Ils appelaient ce type de médicaments vendus dans la rue la pharmacie par terre. Or, la pharmacie est délivrée dans une officine, et une officine est un lieu de santé publique. Alors, le peuple peut-être ne comprenne pas encore très bien cette expression, mais ils disent, alors, comment est-ce que vous expliquez que certains médicaments vendus dans les étalages, sur les étalages, ça et là, soulagent les patients, je dirais mieux, soignent même. Comment est-ce que vous expliquez ça? Vous savez qu'il y a parfois, c'est contradictoire, quand on parle de faux médicaments, ne pensez pas que les faux médicaments sont uniquement dans les rues. Même à l'intérieur, parfois, des structures de santé, il peut y exister des faux médicaments. Parce qu'il existe une industrie de faux médicaments qui savent copier exactement ce qui se passe dans les industries pharmaceutiques. Donc vous pouvez trouver, même dans les pharmacies, la liste des médicaments qui sont faux. Parce que c'est sous-dosé, ce n'est pas contrôlé. D'ailleurs, pour vous donner un exemple, il y a à peine 2 ou 3 jours, 4 jours, au Sénégal, on a démantelé un réseau de faux médicaments où même les pharmaciens sont impliqués. Actuellement, le procès doit commencer au Sénégal. C'est pour vous dire que cette industrie des faux médicaments, elle est assez puissante. D'ailleurs, je vous donnerai un chiffre. Lorsqu'on investit $1 pour les faux médicaments, et lorsqu'on investit aussi $1 pour les faux médicaments, il mieux vaut investir $1 dans les faux médicaments parce que ça rapporte entre 200 et 400 $, alors que pour la drogue, les trafiquants de drogue, ça rapporte entre 20 et 40 $. Ces industries sont fortes. Voilà pourquoi il y a une prolifération de ces industries de faux médicaments qui est alléchant, tellement alléchant que chacun veut aller à la pêche des faux médicaments pour s'enrichir au détriment de la santé des Congolais et des Africains en général et du monde en particulier. Nous avons des Congolais qui sont dans cet exercice-là, qui vendent ces médicaments, qui nous disent comment est-ce que vous expliquez ça, les médicaments, par exemple, de Chalina, qui sont vendus dans les officines, paraît-il, en RDC, qui sont considérés comme des vrais produits. Ici, quand ça arrive au Congo-Brazzaville, ces médicaments sont considérés comme des médicaments contrefaits, médicaments de la rue, des faux médicaments. Dans la législation pharmaceutique, il existe ce qu'on appelle les visas qui sont donnés par la direction des pharmacies. Si une industrie pharmaceutique, qu'elle soit installée dans les pays que vous citez, en Inde, en Chine, en France, en Allemagne, veut introduire des médicaments dans notre pays, il doit avoir un visa.
Et ce visa est accordé par le directeur de pharmacie. Et le directeur de pharmacie a une délégation du ministère. C'est lui qui est habilité à faire entrer n'importe quel pays de médicament dans le pays. Quelle que soit la qualité du laboratoire, si ce n'est pas agrémenté, ce médicament ne rentre pas dans un pays. Parce que c'est un produit de haute importance. Il faut que le directeur de pharmacie soit capable, il est capable de contrôler si ce médicament-là a toute une traçabilité scientifique, depuis la production jusqu'à la délivrance. Donc, si on dit que ce que vous avez cité comme industrie, c'est des faux médicaments, mais sûrement peut-être qu'ils n'ont pas de visa. Parce que s'ils ont les visas, c'est accordé par le ministère de la Santé à travers la direction des pharmacies et laboratoires. Voilà ce que je peux dire. Il faut forcément, quand vous voulez voyager, merci d'avoir m'interrogé. Quand vous voyagez pour aller dans un pays, on vous demande un passeport. Mais un médicament, pour circuler dans un pays, il faut un passeport. Et ce passeport, c'est le visa donné par la direction des pharmacies. S'il n'y a pas ce visa, c'est considéré comme un faux médicament. Permettez-moi encore cette question. Professeur, qu'est-ce que vous appelez par faux médicament? C'est important pour nos vendeurs, nos Congolais qui nous suivent dans les réseaux sociaux. C'est une question très importante et même complexe à dire. Quand vous partez dans une pharmacie, vous voyez, quand on dit médicaments, il y a tout le conditionnement. Il y a la boîte, il y a les produits chimiques à l'intérieur, il y a tout le notice que vous lisez et tout. Tout cela constitue le package qui fait le médicament. Mais le principe actif, c'est-à-dire le produit, la substance chimique qui soigne, mais c'est une substance qui a été élaborée, vérifiée, contrôlée par des essais énormes. Même avant que ça devienne un médicament, mais ça dure combien de temps? La moyenne pour produire un médicament, on peut maintenant l'estimer à 10 ans, à 12 ans de recherche. Et pendant cette période-là, il y a tous les essais qui se font. Déjà, il y a les essais au niveau des animaux, et puis il y a des essais au niveau de l'homme. Même au niveau de l'homme, il y a plusieurs phases. La phase 1, la phase 2, et lorsqu'on s'assure que le médicament remplit bien la fonction qu'on lui a donnée, c'est-à-dire soigner, corriger une thérapeutique, et on lui donne l'AMM. L'AMM, c'est l'autorisation de mise sur le marché. C'est ça son passeport. Et à partir de ce moment-là, ce médicament est exportable et vendu. Et tant qu'un médicament n'a pas ce visa-là, n'a pas cette code-là, l'AMM, il n'est pas un médicament. Donc vous voyez bien qu'un médicament authentique doit remplir ces conditions. Mais quand vous prenez les faux médicaments, c'est fait dans des maisons non conventionnelles. Moi ici, dans cette salle, si j'ai une machine pour faire des conteneurs, je peux le faire. D'abord, ça sera illégal. Même les locaux où on fabrique les médicaments, c'est conditionné. Il y a des normes. En fait, dans les médicaments, s'il faut retenir une seule définition, pour le caractériser, retenez que c'est l'un des produits du monde qui est le plus réglementé au monde. Il y a trop de lois pour les médicaments. Parce que c'est un produit dangereux en lui-même. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'un médicament, c'est un produit chimique. Donc c'est déjà une drogue. Mais c'est une drogue qui a été contrôlée pour remplir une fonction précise dans l'organisme. Voilà pourquoi, dans cette possibilité, rien qu'aux pharmaciens de vendre, de produire et de contrôler ça. Okay. Professeur, est-ce que ce combat contre les médicaments de la rue n'est pas perdu d'avance? Parce que jusqu'à présent, il y a toujours les médicaments qui sont vendus de la rue. Perdu d'avance. Mais bon, moi j'appartiens à la génération où je pense que les combats perdus d'avance, ce sont les combats qu'on n'engage pas. Et pour engager ce combat, il y a plusieurs partenaires. Il y a déjà l'État, à travers ses fonctions régaliennes. Le ministère de l'Intérieur, la douane, la police, le judiciaire et tout, doivent conjuguer les efforts de mettre ces trafiquants hors de portée de leurs actes criminalisants. Quand je parle de actes criminalisants, sachez qu'aujourd'hui, au niveau mondial, il existe une arme juridique qu'on appelle la Convention Médicri, qui criminalise tous les faussaires. Mais cette convention, je crois que le Congo l'a signée, bravo pour le Congo, mais c'est encore à un stade rudimentaire au niveau mondial. Voilà pourquoi il faut que tous les partenaires que j'ai cités, l'État, les pharmaciens, les médecins, les médias que vous êtes,
les conventions autres telles que la convention de Lomé, dernièrement signée par tous les chefs d'État, y compris le nôtre. La convention, dernièrement il y avait la convention de Dahomey. Toutes ces conventions ne sont pas mises à l'heure actuelle en activité. Voilà pourquoi on a l'impression que cette lutte-là est perdue. Non, elle n'est pas perdue. Il faut la volonté politique, non seulement dans tous les pays africains, mais aussi une volonté internationale. Parce que les trafiquants ne sont pas seulement au Congo. Ils sont partout dans le monde. Et on connaît à peu près les grands pays qui hébergent les trafiquants de médicaments. Donc ça veut dire que la lutte, elle est mondiale. La lutte contre les faux médicaments n'est pas une lutte d'un pays contre un autre. C'est une lutte planétaire pour la santé des humains. Vous parlez de médicaments génériques. C'est quoi un médicament générique? Alors un médicament générique, c'est tout simplement un médicament qui est tombé dans le domaine public. Je m'explique. Tout à l'heure, je l'ai dit que pour produire un médicament, il faut à peu près 10 à 15 ans, mettons 10 à 15 ans de recherche. Pendant cette période de recherche, lorsque le médicament a eu son autorisation de mise sur le marché, tous les laboratoires qui ont contribué à produire ce médicament ont investi beaucoup d'argent, des milliards, voyez-moi. La recherche coûte très cher. Je vous en parle avec beaucoup, des milliards. Donc, on permet donc à ce médicament pendant une période donnée, on le protège pour qu'il retrouve ses bénéfices. Si la protection est par exemple de 10 ans, 15 ans, après les 15 ans, le médicament tombe dans ce qu'on appelle dans le domaine public. Et quand il tombe dans le domaine public, n'importe quel laboratoire peut copier ce médicament et il devient un médicament générique. C'est la perte de cette protection qui fait d'un médicament Princept, qui était le médicament d'origine, et qui devient un médicament public et qui devient donc un médicament générique. Mais donc ce médicament n'a pas de problème, les consommateurs peuvent acheter ce produit. Mais bien sûr, c'est un médicament de même qualité que le médicament Princept. Toutes les propriétés sont remplies. La seule différence qu'au lieu que ce soit un seul laboratoire qui les produit, maintenant qu'il a retrouvé ses bénéfices, on donne donc à toutes les possibilités des laboratoires pharmaceutiques de production de copier. Si nous, on avait par exemple ici un laboratoire de production de médicaments, on peut prendre tous les médicaments qui sont dans le même pays, on les produit ici et on donnera le nom de Congo comme on veut, mais ce sera les mêmes propriétés. Parce que maintenant le brevet est tombé, c'est dans le domaine public. Mais voyez-vous, pour rebondir à votre question intéressante, mais à l'heure actuelle, il y a une réunion à Paris sur les États, mais là, ils ont beaucoup parlé sur les vaccins, par exemple. Oui. Mais ça, c'est important. Les vaccins sont protégés à l'heure actuelle. Mais tout le combat, c'est faire en sorte que le problème de la propriété intellectuelle soit remis à l'ordre public pour que tout pays qui a la capacité technologique de fabriquer le médicament, il le fait. Voilà, c'est ça le problème. Donc, un médicament générique, c'est un médicament de qualité. D'ailleurs, il y a des pays comme l'Allemagne qui ont une très bonne politique de générique. Hein. Très peu de gens en Allemagne vont dans les médicaments Princept, c'est beaucoup plus générique. Et en plus, les médicaments génériques ont cet avantage, ça coûte moins cher que les Princept. Donc il faut le permettre à tout le monde pour que vous et moi, nous ayons accès, notre population ait accès à des médicaments de qualité, de moins de coûts, mais de meilleure qualité. Merci, professeur. Et une autre question, une autre préoccupation des compatriotes. Ils disent que dans nos pharmacies ici à Brazzaville, les prix ne sont pas les mêmes. Pourquoi cette différence de prix quelquefois dans les pharmacies? Alors ça, c'est juridictionnel. En principe, un médicament doit avoir le même prix dans les officines. Parce que c'est calculé selon des normes. La matière première, on connaît le prix, on connaît quelles sont les taxes qui rentrent dans les médicaments et tout. Il ne doit pas y avoir des variations de prix. Les variations de prix qui existent d'une façon à l'autre, c'est illégal. Mais ça, c'est de la responsabilité de l'État, à travers le ministère de la Santé, c'est de la responsabilité du ministère du Commerce d'avoir une coordination de compréhension de ce qu'est un médicament pour que les prix soient fixés même d'une pharmacie à une autre. C'est scientifique, on ne peut pas tricher. Donc quand le prix varie du simple au double, c'est qu'il y a un problème, qui ne dit pas son nom, mais c'est illégal. Et c'est même pas éthique. Ok, merci. Peut-être une dernière question, professeur. Nos compatriotes disent que parmi les raisons qui poussent les Congolais à aller dans les pharmacies de la rue pour les médicaments par terre, c'est le coût élevé des médicaments. Est-ce que vous partagez cette assertion? Bon, en général, je pense que c'est dû premièrement un peu à l'ignorance de nos compatriotes, parce que vous, les médias, vous avez un rôle important à jouer, faire comprendre que les médicaments par terre, par rue, ce sont des faux médicaments. Vous savez, le fait que l'on mette un médicament dans la rue, sous l'action du soleil, et parfois il n'y a plus de principes actifs, c'est détruit. Donc, forcément, quand vous allez vous soigner, vous allez vous intoxiquer ou vous soigner.
Deuxièmement, la faiblesse de nos États, du monde d'ailleurs, pas seulement le Congo, tous les pays africains, on n'a pas une politique vigoureuse des génériques qui devaient coûter moins cher. Parce qu'il faut permettre d'avoir des génériques qui coûtent moins cher pour permettre à nos parents, nos amis, nos frères d'aller avoir des médicaments de qualité. Et si on ne le fait pas, vous achetez des médicaments de principe qui coûtent cher. Voilà pourquoi je pense que les gens vont dans les pharmacies par terre, parce qu'il y a aussi un coût. Donc il faut se battre pour que les prix dans les officines soient liés à l'existence des génériques qui coûtent moins cher. Et ça veut dire que les pharmaciens qui sont dans les officines doivent aussi avoir une politique d'accession des médicaments génériques. Professeur, vous avez dit qu'il faut 10 ans, 12 ans pour la fabrication d'un produit. Combien de temps faut-il pour la fabrication d'un vaccin? Bon, les vaccins, il faut dire que le problème des vaccins, c'est un peu la même chose. Hein. Les vaccins aussi suivent les mêmes traces que tous les vaccins traditionnels. Parce qu'aujourd'hui, on pose cette question parce qu'aujourd'hui, on a les vaccins contre la Covid-19 qui a fait qu'on a raccourci les délais. Mais ça, pour le vaccin à la Covid-19, il faut dire qu'on a utilisé une nouvelle technologie, qui est la technologie à ARN, qui a fait qu'on ne prend plus le virus atténué, le virus tué pour faire le vaccin. Maintenant, on part à partir d'une structure des acides nucléiques qui permet de produire une protéine donnée. Et cette protéine-là va servir de matrice pour lutter contre un virus. Voilà pourquoi cette technologie qui est innovante, qui est rapide, a cassé effectivement l'esprit des anciennes procédures. C'est tout, sinon c'est la même période, parce qu'un vaccin c'est un médicament. Il faut te mettre en tête qu'un vaccin est d'abord un médicament, donc on doit les tester. Comme tout le monde, donc il faut le produire, il faut le fabriquer, il faut le cultiver, le virus, machin, il faut le tuer, le virus, et puis après injecter chez lui-même pour qu'il produise des anticorps. Pour l'instant, les vaccins, c'est la même démarche. Hein. C'est toujours le même temps. En tant que spécialiste. Non, mais je n'ai rien à leur dire. Ce que je leur dis, s'ils pouvaient m'écouter, c'est de retirer leurs produits. Mais parce qu'on est en train de bâtir une loi, et cette loi-là, j'espère que les responsables de l'État vont l'adopter assez vite. Ce n'est pas des gens qui vont passer un jour en prison. C'est des gens qui sont criminalisants. Ils vont passer 100 ans en prison parce qu'ils tuent les gens volontairement au bénéfice de machin. Donc, à leur place, il y a des activités saines. Ils peuvent aller faire l'agriculture, aller faire la pêche, aller faire la chasse, faire autre chose que vendre la mort. Parce qu'eux, ils vendent la mort. Ils vendent la mort. Déjà qu'on a des problèmes pathologiques importants dans nos sociétés de le monde, et voilà des compatriotes et des gens qui vendent aussi des produits chimiques qui vendent la mort. Quelle est leur place? Et ils déambulent dans la société. Et ils sont tranquilles, au vu de tous les responsables du Congo. Alors qu'on a les responsables des répressions. Qui est criminel là-dessus? C'est les vendeurs de rue ou c'est l'État? La question est posée, une question importante. Il faut que l'État fasse, puisqu'aujourd'hui, si aujourd'hui on décide de faire en sorte que tous ces médicaments ne soient pas dans la rue, ils ne seront pas dans la rue. Mais je voulais parler du problème de la corruption. Ces vendeurs de la rue corrompent beaucoup certains systèmes de l'État. Voilà pourquoi ils sont là dans l'impunité. C'est l'impunité qui fait qu'ils sont là. Est-ce que vous avez vu en Europe les vendeurs de la rue? Moi, j'ai passé plus de 15 ans, 20 ans en Europe, je n'ai pas vu de vendeurs de la rue. Ça n'existe même pas. Ça ne vient pas à l'idée de vendre de la rue. Mais pourquoi dans nos cités africaines, ça prolifère? Il y a quand même un problème. Il y a une relation entre leur impunité et l'existence des politiques de répression dans nos pays. Voilà, il faut trouver la solution. C'est que, professeur, il y a aussi des médecins qui demandent aux patients d'acheter dans la rue. Mais c'est parce qu'ils ont des complicités. Ce sont des complicités de bénéfices. Ce sont des accords tacites. Tu vas acheter là-bas et puis à la fin du mois, on lui fait une ristourne. Ça, c'est connu. Je peux en parler avec beaucoup de certitude parce que j'ai été directeur des pharmacies et de laboratoires, donc je connais ça très bien, de ces complicités-là. Et les médecins qui le font, ça veut dire qu'ils font l'exercice illégal, non seulement de la médecine, mais de la pharmacie. Parce que ce n'est pas leur rôle de conseiller d'aller acheter un médicament. Leur rôle, c'est de diagnostiquer. Donc, ça veut dire que nos structures d'ordre doivent retrouver ce qu'on appelle la cohérence éthique pour bien faire ça. Merci beaucoup, professeur. Merci. Nous sommes très heureux de nous avoir reçus. Mais moi, je suis heureux de m'avoir permis de faire cette émission avec vous. Merci beaucoup.